Bonjour, nous voici donc pour le numéro 2 de lecture et poésie. Et dans ce numéro, je vais vous parler de trois livres principalement qui parlent de l'État et de géopolitique. Alors le premier livre dont je vais vous parler est celui de James S. Scott, Homo Domesticus, une histoire profonde des premiers États, aux éditions La Découverte. Alors le sous-titre est L'œil de l'État, moderniser, uniformiser et détruire. Alors, dans sa préface à ce livre, Jean-Paul Demoule pose les bases donc de ce premier livre Homo Domesticus. Alors, deux énigmes, je cite, successives, parcourent en effet la trajectoire de l'humanité. Celle de l'origine de l'agriculture qui a transformé les groupes nomades en villageois sédentaires, et l'apparition quelques millénaires plus tard donc des États centralisés. Alors, ces deux révolutions étaient-elles inéluctables? Pourquoi et comment se sont-elles produites? Voici donc les questions auxquelles ce livre répond. Alors, j'ajouterai en préambule, comme il est dit aussi dans l'introduction, que James Scott, à l'instar donc de Marshall Salins ou de David Graeber, voire de David Wengrow, avec lequel il a écrit Au commencement était l'humanité, et dont je vous avais parlé précédemment, sont considérés comme des anthropologues anarchistes. Alors, pour en revenir au livre, la démonstration, ou plutôt l'analyse présentée par l'auteur, repose sur le fait que la culture des céréales a entraîné une sédentarisation d'une fraction donc de la population qui était des chasseurs-cueilleurs nomades. Alors laquelle population fut bientôt sous la coupe de quelques hommes, fondateurs d'un embryon d'État archaïque bien sûr, mais leur assurant une protection et aussi un confinement. Alors, pour survivre, effectivement, cet État embryonnaire avait besoin de faire la guerre, malheureusement, contre ses voisins, d'une part pour ramener éventuellement des denrées, mais aussi pour ramener des esclaves, afin de permettre une continuité dans la production des céréales et de l'État, bien sûr, pour assurer sa protection. Alors, mais ces États, à cette époque, étaient très fragiles et ne duraient que peu de temps. La plupart d'entre eux, moins de 200 ans. Alors, je vous rappelle, pour information, simplement que notre civilisation moderne et l'État moderne sous lequel nous sommes, en fait, n'a à peine que plus de 200 ans, puisque son identité, disons, a été révélée à partir de la révolution industrielle. Alors, ceci dit, pour ce livre, les premiers moments où l'on retrouve des traces donc, de sédentarité remontent au moins à 12 000 ans. Et l'on situe en fait la naissance du premier État vers moins de 3 000 ans. Vous voyez donc que l'humanité a très longtemps vécu sans État, sans contrainte, et en tant que chasseur-cueilleur, en perpétuel mouvement. Alors, il y a aussi une deuxième population qu'on a appelée plus tard barbare, parce qu'en fait, ils habitaient, disons, aux alentours des États, et dès l'instant où la fragilité de l'État se montrait, ils les attaquaient et les pillaient. Alors, bien entendu, certaines fois, par contre, il coopérait avec eux, leur amenait des esclaves qu'il prenait parmi les chasseurs-cueilleurs nomades. Alors, pour écrire son livre, James Scott s'est basé sur les dernières découvertes anthropologiques et archéologiques. Alors, l'hégémonie de l'État intervient aux environs de 1600 de notre ère. Donc, vous voyez, ce qui est très récent. Alors, pour Scott, il existe en fait deux anthropocènes. Alors, l'un qui indique l'impact de l'homme sur la nature et qui le considère comme faible, et un fort qui est caractérisé par la bombe nucléaire et tout ce qui en découle au niveau de la mécanisation, de l'industrialisation et du déferlement technique sur la population. Alors, celui qui se situe au premier temps de l'humanité, c'est-à-dire l'anthropocène humain, si vous me permettez un peu
ce jeu de mots, jusqu'à cette période, marquait peu son empreinte sur la nature. Et comme chacun le sait, tout s'est en fait emballé très récemment. Alors, maintenant, posons quand même la question, qu'est-ce qu'un État? Alors, pour répondre un peu gauchement, on dira qu'il y a plus ou moins d'États, mais que tout État exerce donc une surveillance avec un personnel dédié à des tâches spécifiques, une hiérarchie, une police et voire bien sûr une armée. On peut ajouter aussi que si autrefois les États s'entouraient de murailles, les défenses aujourd'hui sont confiées aux militaires. Alors, la Mésopotamie a été le point central des découvertes et des indices repris par l'auteur. Alors, comme Jean-Pierre Desmoules l'écrit, cette fresque omnivore et iconoclaste révolutionne nos connaissances sur l'évolution de l'humanité. Alors, je dirais que cet ouvrage est très abordable malgré sa densité et qu'il se lit comme une grande fresque où l'on voit l'homme se métamorphoser au fur et à mesure des siècles, voire des millénaires, et devenir en fait cet être dominateur et persécuteur qu'il est aujourd'hui vis-à-vis de la nature. Donc tout ceci, en fait, nous conduit à parler de son second livre de Scott, L'œil de l'État. Alors, cet ouvrage, bien qu'il soit aussi d'une forte densité, est un monument de connaissance, de réflexion et d'interrogation sur l'État. Alors, à travers plusieurs exemples, on pourrait dire qu'il est en fait la continuité de Homo domesticus. Et c'est un peu vrai en quelque sorte, puisqu'il s'appuie sur des données plus récentes et actuelles en même temps. Alors, il prend plusieurs exemples. Alors, à travers ces exemples, l'auteur nous montre un peu l'aberration de l'État, et bien qu'il se garde de tout commentaire, je vais dire, négatif dans sa démonstration, elle n'en est que plus ou moins éloquente. Alors, il étudie par exemple en premier lieu la forestation scientifique en Europe du Nord, où les arbres sédentaires furent remplacés par des arbres à l'homogénéité profonde pour atteindre une productivité élevée. On connaît encore ça aujourd'hui dans bien des forêts françaises. Bien entendu, si les premières années furent positives, l'échec se révéla cuisant au fil du temps. Alors, ceci est à mettre également en parallèle avec notre agriculture actuelle, bourrée de pesticides, d'engrais et de produits toxiques, avec des cultures en fait toutes stéréotypées. Là, le maïs, ici le tournesol, demain autre chose, et sans jachère. Et cela constitue évidemment un appauvrissement sans commune mesure des sols avec le passé. Alors, l'évolution de la mainmise en fait, de l'État et de ses officiants, qu'ils soient donc publics ou privés, sur l'uniformisation des normes environnementales ou sociales, conduit en fait à une dégradation des conditions de vie sur la Terre. Et l'État aussi se rend souvent complice de ces dégradations par les multiples connexions entre ceux qui gouvernent et les lobbies, comme nous pouvons le voir avec, par exemple, la crise agricole. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur la crise agricole. Il y a un livre intéressant qui peut être lu par chacun de vous, qui est très, très simple, qui est de Nicolas Legendre. Je vous présenterai donc la couverture, qui est Silence dans les champs et qui est une enquête de 7 ans sur l'agriculture en Bretagne. Et il est assez, disons, stupéfiant de constater combien, finalement, l'agriculture et les agro-industriels agricoles ont détruit une bonne partie à la fois du paysage et de la terre bretonne. Mais il n'y a pas qu'en Bretagne, évidemment, que cela se passe. Alors, James Scott, pour en revenir à lui, montre à travers son livre donc, ce que je viens de vous décrire schématiquement, en prenant aussi pour exemple la collectivisation soviétique de l'agriculture. On sait tout ce qu'il a coûté de vie et puis ensuite de terribles déconvenues. Celui également de la
villagisation forcée en Tanzanie, alors qui consistait donc à sédentariser les populations nomades. Et enfin, de montrer toutes les planifications autoritaires, qu'elles soient libérales, communistes ou dictatoriales, et qui consistent en fait à étouffer le monde physique et social. Alors, à travers un schéma simple et clair, euh, la lisibilité des groupes sociaux, des institutions et des pratiques, James Scott fait la comparaison entre le lisible et l'illisible. Alors, le lisible, en fait, n'étant pas ce qui est bon pour les populations, mais au contraire ce qui est de plus négatif. C'est-à-dire que le plus simple, c'est l'État qui impose ses vues. Par exemple, au niveau du recensement, de l'uniformisation des langues, de la parcellisation, etc., de l'obligation de se faire vacciner, l'obligation d'avoir telle chose ou telle chose, l'obligation même, par exemple, pour d'avoir tout le monde un compteur Linky, etc., etc. Voilà, toutes choses qui sont imposées par l'État et qui exercent donc son pouvoir de domination. Alors, donc, à l'heure où tous les paysans un petit peu se révoltent dans plusieurs pays, donc pris en fait dans la nasse des industriels et des administrations et aussi des coopératives, James Scott résume leurs problèmes en écrivant. Alors, je cite: au lieu d'apprendre quelles étaient les conditions locales pour ensuite faire mieux comprendre les pratiques agricoles à ces conditions, il, l'État, essayait d'améliorer les pratiques locales pour les faire se conformer à des standards abstraits. L'agriculture donc scientifique, telle qu'elle est aujourd'hui, et telle qu'elle s'est développée, tend à favoriser les pratiques d'environnement de très grandes envergures et artificielles. Projets d'irrigation, champs vastes et nivelés, utilisation d'engrais, etc., entraînant donc une homogénéisation de la nature. Alors, je ne m'immiscerai pas dans les conflits actuels ou passés, mais ce qui est à retenir, c'est que sous couvert de lois, de règlements, de décrets, l'État enferme autant les agriculteurs que les citoyens dans un carcan dont ces derniers ne mesurent pas la pression. Alors, en fin de livre, James Scott revient, si je puis dire, sur la métisse. Alors, la métisse, en fait, c'est le savoir-faire ancestral pour montrer combien celui-ci fait défaut aujourd'hui dans maints domaines, et principalement agricole évidemment. Toutefois, il convient de noter que la métisse et la technique ne sont pas forcément, disons, opposables et peuvent très bien cohabiter pour peu que l'on ne fasse pas passer la technique avant le savoir-faire. James Scott d'ailleurs écrit: aucune forme de production de la vie sociale ne peut fonctionner sur la base de formules, c'est-à-dire en l'absence de savoir-faire ou de métisse. Alors l'auteur, dans la conclusion de son livre, donne un outil simple pour envisager l'avenir. Alors pour lui, il faut procéder par petits pas dans toute approche de modernisation, se préparer à la réversibilité, c'est-à-dire à revenir en arrière, de s'attendre à des surprises, parfois bonnes, parfois mauvaises, et enfin compter sur l'inventivité humaine. Alors, au-delà de cet enfermement étatique pour l'agriculture, par exemple, on peut le constater aussi dans la santé, dans l'éducation et dans beaucoup d'autres domaines, le projet de l'État finalement vise à la standardisation du sujet humain, ce qui est déjà un fait aujourd'hui. Alors, comment sortir de ce mécanisme? Alors, pour retrouver une certaine liberté, pour changer de cap. Alors voilà, ce sera l'objet donc du prochain livre dont je vais vous parler après une petite pause. Merci, à tout de suite. Nous voici donc pour la seconde partie de ce numéro 2 de lecture et poésie. Alors donc je vais vous parler du livre d'Édouard Jourdain, donc Géopolitique de l'anarchisme, vers un nouveau moment libertaire. Alors, donc, vous aurez remarqué combien, en fait, l'État, dans les deux précédents livres, peut se montrer donc oppresseur, destructeur et contraire à l'épanouissement humain.
et que par conséquent, il faudrait peut-être trouver une autre voie pour se passer de lui. Alors ce livre dont je vais vous parler ne constitue pas une suite aux deux précédents livres, en fait, mais il vient en quelque sorte ouvrir une lucarne, ou peut-être même davantage, sur l'avenir. Alors cet avenir, d'après l'auteur, peut se dessiner autour du mouvement libertaire, et il nous rappelle quelques éléments essentiels et primordiaux, tels que, par exemple, que l'anarchisme n'est pas une doctrine prônant le chaos et le désordre, mais l'anarchisme rejette l'État, et il est pour l'association sans contrainte de groupes entre eux, et avec un rejet du capitalisme et de toutes ses conséquences néfastes pour les populations, telles que par exemple le libéralisme, mais aussi l'anarchisme en appelle aussi à l'écologie. Et d'ailleurs, ce mouvement est l'un des plus anciens à avoir revendiqué une certaine écologie à la fois environnementale et sociale. Alors que nous propose donc l'auteur? Il nous fait découvrir, en fait, à travers ce livre, l'évolution de l'anarchisme, avec son envol spectaculaire au XIXe siècle, puis sa mise en retrait au cours du XXe, pour renaître, en fait, au cours de ces dernières décennies. Alors, les premiers penseurs de l'anarchisme sont Proudhon, pour son fameux, par exemple, La propriété, c'est le vol, Kropotkin, par exemple, également, pour ses thèses sur l'anarcho-communisme, mais également sur l'entraide, également Bakounine pour ses théories révolutionnaires et insurrectionnelles. Et à ces théoriciens donc, du XIXe siècle, on peut ajouter par exemple Stirner, qui prône un anarchisme individualiste. Alors, le but de l'anarchisme, en fait, n'est pas de tout gommer, mais d'œuvrer sans coercition et avec le consentement de tous. Pour en revenir à l'anthropologie, par exemple, je vais citer donc Pierre Clastres, qui est l'un des premiers anthropologues, justement, à s'être penché sur la question de l'État. Et il montre par ses études, en fait, que les sociétés sans État ne sont pas tant des sociétés restées à un stade primitif donc de l'histoire, mais des sociétés conscientes du danger que représente l'État. En conséquence, donc, une société sans État n'est pas une société, au contraire, sans règles. Le consensus est la base fondamentale d'une société sans État. La Commune de Paris, par exemple, dont l'auteur en montre quelques aspects, si elle n'est pas au départ spécifiquement anarchiste, va inspirer nombre de thèses et de militants dans les décennies qui suivirent. Par exemple, la réquisition de logements vacants, la création d'orphelinats, l'autorisation des divorcés, l'école gratuite, la séparation entre l'Église et l'État. Alors, bien sûr, tout ceci resta très embryonnaire, puisque la Commune de Paris ne dura quelques semaines. Mais malgré tout, certaines bases furent posées et reprises au cours des décennies suivantes. Alors, Édouard Jourdain procède à un panorama complet de la géopolitique de l'anarchisme au cours de ces derniers siècles, comme par exemple l'expérience au Rojava, qui est donc au Kurdistan, dont je vous ai parlé au travers des livres de Pierre Bans, qui a par ailleurs commenté ce livre dont je vous parle dans le dernier Chroniques noires et rouges. Alors, les idées anarchistes circulent de nos jours et certains partis politiques n'hésitent pas à les reprendre à leur compte tout en les dévoyant, par exemple sur le référendum d'initiative populaire, entre autres. Et vous l'aurez bien sûr compris, ce livre qui est très dense et fort bien documenté, nous livre donc une possibilité de vivre sans État. Mais avant d'arriver à la conclusion, je voudrais vous dire un mot sur l'écologie, à la fois environnementale et sociale, car on ne peut dissocier l'une de l'autre. Alors, Édouard Jourdain cite Serge Latouche, qui voit par exemple dans le néonaturalisme une préfiguration du mouvement de décroissance. Alors, Bookchin, auteur anarchiste aussi contemporain, a mis en évidence au travers de ses thèses l'écologie sociale avec comme centre la commune pour toutes les prises de décision. Alors, je vous renvoie à ces livres tels que par exemple Un municipalisme libertaire, Qu'est-ce que l'écologie sociale, entre autres.
L'homme et la nature s'interpénètrent dans un respect et une écoute du premier. Sans doute, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des racines libertaires de l'écologie, mais d'ores et déjà, je vous renvoie à ce livre que je vous montrerai, alors qui parle donc de Jacques Ellul, de Charbonneau, d'Élisée Reclus, d'Ivan Illich, également de Murray Bookchin, qui sont tous plus ou moins anarchistes et qui ont mis en exergue la cause donc écologiste. Alors il y a bien sûr Thoreau qui a écrit beaucoup d'essais sur l'écologie et qui est un auteur donc du siècle précédent. Il y existe également plusieurs revues ou plusieurs magazines sur l'écologie, mais l'un est particulièrement intéressant et qui s'intitule La décroissance. Alors possède nombre de rubriques, des critiques sur les livres, sur les personnalités médiatiques. Le seul reproche qu'on pourrait lui faire, c'est qu'il manque d'appui politique et que l'anarchisme pourrait lui servir de base. Alors, en conclusion, j'ai tenté de vous inciter à lire ces livres qui ouvrent des perspectives à la fois sur l'avenir, mais aussi nous montrent dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, ce livre dont je viens de vous parler est un livre donc de référence, mais aussi une mise en avant de la capacité de ce mouvement à pouvoir changer le cours des choses et d'aller vers un avenir meilleur. Voilà. Je vous remercie donc pour votre écoute et j'espère que vous aurez envie de lire ces livres qui sont particulièrement intéressants, enfin à mon goût. Et donc j'aurai le plaisir de vous retrouver dans un numéro 3 de lecture et poésie où nous parlerons de l'ami Jean-Claude Tardif. Merci pour votre écoute et à bientôt.